Bonjour et merci pour votre invitation à parler du rôle des médias dans la stigmatisation. C'est vrai, comme monsieur le soulignait tout à l'heure, qu'on est responsable en partie, on prend notre part, et on a aussi notre rôle à jouer probablement dans la déstigmatisation. Ah non, ça c'est pas moi. Voilà. Rapidement, le plan de ma présentation, je vais commencer par des exemples. Il ne s'agit pas là de valoriser des confrères qui font bien, parce que c'est vrai qu'il y a des articles de fond qui sont bien, des émissions, des reportages, mais plutôt de montrer des exemples caricaturaux de ce qu'il ne faut pas faire, mais qui finalement peuvent peut-être contribuer par les réactions très, très vives qu'elles engendrent à faire progresser, en tout cas je l'espère, ce sujet. Ensuite, je vous parlerai longuement d'une enquête qui a été menée par une association sur le mot schizophrénie dans les médias, et ça éclairera les exemples précédents. Je ferai un tout petit focus sur le monde et la schizophrénie, et puis enfin quelques pistes pour faire mieux. Alors, je vais commencer par des exemples. Alors, il y en a certains que vous connaissez probablement parce qu'ils ont fait beaucoup parler. Alors, je ne veux pas stigmatiser les confrères, c'est pas du tout mon propos, mais bon, voilà, il faut parfois être précis et puis dire quand ça va pas. Donc, ce titre, ça date d'il y a à peu près 1 an, dans le journal La Provence. Donc, comment la société les gère, les barjots, les schizos et les autres, qui titrait une enquête par ailleurs qui se posait des questions et tout à fait légitimes sur la psychiatrie. Moi, je vous avoue que j'ai vu cette une au départ sur Twitter et j'ai vraiment cru que c'était une fake news. Je pensais que c'était le Gorafi. Et puis, finalement, non. En tout cas, donc ce titre était complètement irresponsable, mais il y a eu de très vives réactions très vite. Sur les réseaux sociaux, il y a eu de nombreux articles ou contre-articles, je ne sais pas comment on dit, dans les médias. Il y a même eu un article dans l'Observatoire de la déontologie de l'information. Je vous ai mis en vignette une réaction sous forme d'image d'une jeune femme qui s'appelle Bouclette, qui est schizophrène et qui tient un blog que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Ta gueule Boris. Boris étant le nom qu'elle a donné à sa maladie. Donc elle a répondu de façon très polie: les barjots, les schizos vous crient zut, parce que nous, la politesse et le respect, on les a appris à l'école, contrairement à certains. Je dois dire que c'est aussi à ce moment-là que j'ai connu le docteur Rintaud, qui avait fait un très beau texte sur les réseaux sociaux, et dans les suites, on lui a demandé de faire une tribune pour le journal. Alors les réponses côté journal, La Provence a stolé. Du côté du syndicat national des journalistes, ils se sont élevés contre ce titre, mais Franz-Olivier Gisbert, qui est directeur éditorial, lui, a complètement assumé cette une. Alors, si on a 5 minutes, je vais vous lire son éditorial. Moi, il m'a assez choqué. Vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Parce que nous sommes responsables et pour ne pas jouer sur le sensationnel, nous avons choisi des mots moins anxiogènes que celui de psycho. D'abord, barjot avec un T, ou barjot sans T, les deux se disent, qui, selon le Larousse, signifie fou, farfelu. Ensuite, schizo, une catégorie qu'aimait le philosophe Gilles Deleuze, auteur notamment avec Félix Guattari de l'Antidype, capitalisme et schizophrénie. À notre grande surprise, sous prétexte que nous stigmatisions, entre guillemets, ces deux mots, barjot et schizo, ont déclenché une tempête, entre parenthèses, dans un verre d'eau. À l'heure où l'ignorance et l'inculture ne cessent de faire des progrès, nous aurions cependant dû nous attendre à cette mini-polémique. Quand elles s'acoquinent avec le politiquement correct, elles tentent d'imposer leurs lois partout, souvent par médias interposés. Dieu merci, les Français en général ne sont pas dupes. Les Provençaux en particulier non plus, si l'on en juge par le redressement des ventes de notre journal depuis 2 mois. Merci à vous. C'est pas encore tout à fait fini. Comme Coca-Cola et la chaîne McDonald's, le politiquement correct nous vient des États-Unis, où il a commencé à sévir au siècle dernier, quand est apparu un langage policé et conforme qui avait pour objet de ne jamais choquer personne. Une sorte d'autocensure molle. La langue de bois, version française, est une enfilade d'euphémismes et de formules creuses où, pour ne pas dire les choses, la bien-pensance scande régulièrement ses slogans « Il ne faut pas stigmatiser, pas d'amalgame ». Le devoir d'un journal est de résister à tout, aux pressions politiques, économiques, mais aussi au déni, à la peur de dire, à l'affadissement de la pensée. Le phénomène n'est pas nouveau.
Au XVIe siècle, notre grand Rabelais national s'en prenait au panurgisme et à la moutonnaille. Dans l'Antiquité, Sénèque avait déjà tout dit quand il écrivait « Il faut nous attacher avant tout à ne pas suivre comme des moutons le troupeau qui nous précède en passant. Non par là où il faut aller, mais par où l'on va. Quelle bonne devise pour notre métier. » Voilà, ça c'est la réponse de Franz-Olivier Gisbert. Donc c'est vrai que moi aussi, ça me fait dire qu'on parle souvent des médias. Voilà, c'est pas une population forcément très homogène. Alors, deuxième exemple, et voilà, c'est encore à l'envers. Deuxième exemple d'un dérapage quand même assez fort aussi. Les images m'avaient été fournies par le docteur Yann Audet. C'est 20 minutes suisses. Alors, évidemment, vous ne verrez pas le texte, mais vous voyez les titres. C'est pareil, on se croit dans le Gorafi. C'est juste pas possible. Alors, en fait, le contexte de ce papier, c'était un fait divers en Suisse, et là, c'était au moment de la fin de l'enquête. Donc, le meurtre, c'était un meurtre de 3 personnes, 2 blessés, 3 ans plus tôt, par un homme âgé de 38 ans. Et en fait, donc là, c'est le moment de la fin de l'enquête. L'article raconte par le menu la journée du tueur, le déroulé des meurtres. Voilà, c'est assez imagé. Et puis, vous voyez, il y a deux petits encadrés avec un focus sur la personnalité du tueur. Voilà, accro à l'alcool, au cannabis, qui avait d'abord été diagnostiqué maniaco-dépressif, puis schizophrène paranoïde par 2 experts. Et donc là, j'imagine, qu'est-ce que le lecteur moyen retient ? C'est que un schizophrène, c'est un monstre qui peut tuer brutalement. On y reviendra quand je parlerai de l'enquête. Et le troisième exemple n'est pas là dans la presse écrite, mais dans la presse audiovisuelle. Vous avez peut-être suivi cette histoire. Lui, ta femme a été partie prenante. Donc, pour rappel, c'est l'émission Fort Boyard. Pareil, c'est à peu près la même date. C'était en juin 2017. L'épreuve dite de l'asile, qui entre-temps a été rebaptisée cellule capitonnée. Alors, j'ai appris en fait que finalement c'est une épreuve assez ancienne du jeu qui avait été supprimée il y a une dizaine d'années et donc qui est revenue l'an dernier un petit peu relookée. Mais bon, les réactions là encore ont été très immédiates et très vives, que ce soit les associations, les patients, les professionnels. Il y a eu vraiment un tollé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Bon, je vous fais le déroulé parce que c'est quand même intéressant. La société de production, Advanced Line Production, et sa présidente Alexia Laroche-Joubert ont été amenées à prendre la parole peu de temps après. Et là encore, je trouve qu'on sent quand même un décalage entre ce qu'ont pu ressentir les patients devant cette épreuve et ce qui est estimé. Bon, voilà, on dédramatise. Alors, je vous le lis. On a tout de suite modifié certaines choses en changeant le nom de l'épreuve, par exemple. Donc, c'était de asile à cellule capitonnée. Et en ne faisant pas de référence au monde psychiatrique. Heureusement, les camisoles de force et les cellules capitonnées n'existent plus. Cela appartient à l'imaginaire. Fort Boyard est un univers de mystère, de fantasmes et complètement fictionné. Donc là, encore une sorte de tempête dans un verre d'eau. Néanmoins, les réactions ont continué et se sont même organisées. Et nous, dans le journal, on a accueilli une tribune collective qui a été signée par vraiment énormément de personnes, des associations de patients, donc dont l'UNAFAM, on l'a dit, mais d'autres, beaucoup de professionnels, y compris même des personnes à l'étranger. Je crois qu'il y avait le professeur Patrick McGorry, il me semble, et puis des personnalités diverses. Alors nous, on a assisté un petit peu à la naissance de ce texte, titré « La maladie mentale n'est pas un jeu », qui jusqu'au bout a été retravaillé pour avoir le plus de signatures possible, etc. Et donc, paru en juillet. Et puis, finalement, cette affaire s'est terminée, enfin, si on peut dire, en septembre, avec une mise en garde faite par le CSA à France Télévisions, CSA qui avait été saisi. Et donc qui a estimé que la séquence en question, caricaturale et stigmatisante à l'égard des personnes souffrant de troubles psychiatriques ou psychiques, portait atteinte aux dispositions du cahier des charges. Donc
quand même, ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts. Bon, on pourrait dire que tout est rentré dans l'ordre. Il faut quand même savoir que pour certains patients, cette histoire a eu des conséquences catastrophiques. Et je vous ai mis à droite le sigle de Comme des fous, qui est un blog d'information sur les maladies mentales. Je ne sais pas comment il faut dire pour ne pas être stigmatisant. Et vous pouvez lire sur Internet un article qui a été fait par Johan, je sais plus son nom de famille, intitulé « Comment l'asile de Fort Boyard m'a rendu fou », où vraiment ce garçon qui a une maladie bipolaire raconte comment ça l'a empêché de dormir, et finalement il a dû être réhospitalisé pour un accès maniaque qui a eu pour point de départ cette émission. Voilà, là, je vous ai donné 3 exemples caricaturaux, on pourrait en donner bien d'autres. Là, j'ai voulu faire une slide sur des situations qui sont un peu plus quotidiennes, qu'on pourrait appeler de psychophobie ordinaire. Alors là encore, c'est souvent avec le mot schizophrénie. On pourrait faire le même constat avec le mot autisme, autiste, qui est souvent employé, hein, vous le voyez dans la presse écrite, dans les médias audiovisuels. On se souvient d'un ancien candidat à la présidentielle qui avait dû prononcer au moins 4 fois en une demi-heure pour dire qu'il n'était pas autiste. En ce qui concerne le mot schizophrénie, il y a clairement un mésusage du terme. Schizophrénie ou schizophrène, souvent par les hommes politiques, des personnalités d'autres domaines également, pour décrire une attitude ambiguë, une personne manipulatrice. Alors je vous ai mis quelques exemples qui avaient été relevés par l'association Promesse, donc qui appartient au collectif Schizophrénie. Vous voyez que c'est vraiment dans tous les domaines. Donc les Français qui sont schizophrènes, mais un journal peut être schizophrène aussi, un traducteur, et évidemment l'État français, il est assez souvent schizophrène. Et ensuite, je vais vous parler donc de l'enquête qui a été réalisée justement par cette association Promesse, et qui était un gros travail pour essayer de montrer voilà, comment dans les médias le mot schizophrénie est utilisé. Alors cette étude s'est focalisée sur la presse écrite avec 8 titres, donc de presse quotidienne nationale. Il y a eu le Parisien considéré comme presse régionale et des magazines. Donc une analyse de plus de 4 ans par un logiciel et puis un sociologue de l'Obsoco. Ça a été présenté il y a à peu près 2 ans au congrès de l'encéphale par le docteur Yann Audet. D'ailleurs, cette communication avait été primée. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'Obsoco en tapant l'Obsoco et schizophrénie. Il y a vraiment toute l'étude en intégralité. Alors, je vais vous décrire un petit peu les résultats. Donc 1,3 million d'articles. Finalement, le terme schizophrénie, on le retrouve que de 2038 fois. Le premier résultat qui est très étonnant, c'est que finalement, le sens médical est minoritaire par rapport au sens métaphorique. Donc je vais commencer par là. Donc dans 56% des cas, le terme est utilisé au sens métaphorique. C'est la contradiction, l'ambivalence, le double discours. En gros, le schizophrène, c'est la personne qui a une double personnalité, ce qu'on sait totalement faux. Et on sait que c'est souvent, en fait, dans un contexte politique. Et l'enquête notait bien que le journal quotidien Le Monde est emblématique de cette tendance. Donc on assume, nous aussi. Alors, quant au sens médical, finalement, même quand le mot schizophrénie est employé dans un sens dit médical, c'est finalement pas tellement pour des articles médico-sociaux ou scientifiques, mais plus dans des articles culturels. Voilà. Et toujours, pratiquement, c'est dans une tonalité qui est négative, de souffrance, de malheur, de violence. Et dans la presse régionale, en particulier, je crois que quelqu'un l'avait dit aussi précédemment, c'est le plus souvent dans un contexte policier ou judiciaire, puisque c'est souvent dans le cadre d'un fait divers. Alors, donc, les principales conclusions de l'étude, il y en avait 3. D'abord, le sujet est ignoré et maltraité par les médias. Donc, quand les médias parlent de schizophrénie, c'est rarement
pour parler de la maladie schizophrénie, expliquer combien de personnes elle touche, donner éventuellement des pistes de traitement, de rétablissement, d'insertion sociale, enfin rarement pour donner des bonnes nouvelles. D'ailleurs, c'est rarement le sujet même de l'article, c'est parfois juste au détour d'une phrase. Donc discours scientifique peu présent, on l'a déjà dit, et c'est assez désincarné. Et donc tonalité très négative. Voilà, ça se confirme. La deuxième conclusion ne vous étonnera pas tellement non plus, c'est que les médias relayent le cliché schizophrène égale dangereux. Et ça, c'est particulièrement net dans la PQR, où on décrit des faits divers, violents. Et souvent, personne ne rappelle que, en fait, c'est très rare que les crimes soient perpétrés par des schizophrènes. Alors, dans l'étude, il donnait le chiffre de 0,2%, qui est à peu près le risque équivalent à celui d'être frappé par la foudre. Mais évidemment, ça ne fait pas le même effet. Et là, c'est vraiment l'image du monstre qui prédomine. Et puis, sur l'usage métaphorique, l'enquête notait la figure de François Hollande, qui était souvent accusé, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, d'être schizophrène dans ses positions. Là, c'est évidemment l'image du manipulateur. Et les auteurs de l'enquête constataient un décalage, en fait, entre le plaisir qu'il y a à employer ce terme, soit par les politiques, les personnalités, soit éventuellement les journalistes qui l'emploient directement, et qui contrastait avec le manque de connaissances. Alors, un petit point sur le journal Le Monde. J'ai regardé là récemment dans les archives sur les 2 dernières années, puisque l'enquête que je viens de vous présenter est de 2016, on en avait rendu compte dans le journal. Finalement, on se rend compte que si on recherche toutes les occurrences schizophrénie, on retrouve très souvent des articles culture, voire mode. Évidemment dans un sens métaphorique. J'ai vu qu'il y avait 2 occurrences où ce mot avait été prononcé par Emmanuel Macron, donc j'ai regardé. Donc dans un portrait, ça je crois qu'il a dit ailleurs que dans le journal, il attribue son échec au concours d'entrée de normale supérieure à sa vie écartelée, schizophrénique. Et puis, dans un autre article qui reprenait un papier que Emmanuel Macron avait écrit dans la revue Esprit en 2011, donc avant ses fonctions de président, où il disait que la séparation grandissante qui s'est construite entre le politique et l'administratif a renforcé la schizophrénie de l'action politique. Donc même au plus haut niveau, ce terme est passé dans le langage courant, complètement à tort, et ça, je pense qu'il faudra tous qu'on combatte ça. Juste encore une petite chose sur le journal. En fait, vous savez qu'on a un médiateur qui écrit un article toutes les semaines, et il a été interpellé il y a 2 ans sur le mésusage du terme schizophrénie, et en particulier, c'était le titre d'un éditorial politique. Et donc, il y a un article qui a été consacré en juin au mésusage du terme schizophrénie, qui reparlait de cette enquête que j'ai un petit peu évoquée. Et Franck Mouchy, donc, qui est le médiateur, avait à ce moment-là fait faire une recherche des mots schizophrénie sur le journal depuis 1950. Et en fait, donc voilà, c'est la petite courbe que vous avez en bas. Et il notait, mais bon, l'enquête n'a pas été poussée plus loin, que visiblement, quand même, le nombre d'occurrences augmentait les années électorales ou préélectorales. Et je pense que c'était pas pour parler de la maladie sous l'angle médical. Enfin, pour terminer, quelques pistes pour faire mieux. Voilà, en tout cas du point de vue des médias. Bon, je crois que de toute façon, la vigilance collective, ça c'est quand même vrai pour tout le monde. Et pour nous, je pense que on a notre responsabilité. On est une courroie de transmission aussi entre des personnes. Et quand on interroge quelqu'un, je pense que si un politique ou un médecin nous parle de schizophrénie sur un mésusage, je pense qu'il faudrait plus l'accepter. Voilà, je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères, mais je pense qu'il faut vraiment, nous, être vigilants, évidemment sur les dérapages dont j'ai parlé, mais aussi de façon plus quotidienne sur l'usage métaphorique. Alors, voilà. Il y a l'éducation, évidemment, qui joue un rôle, puisque quelqu'un le rappelait tout à l'heure, nous non plus, on n'est pas forcément formés.
Donc il y a une association qui s'est constituée, qui est l'Agirpsy, Association de journalistes pour une information responsable en psychiatrie. Je vous ai mis leur Twitter et leur site, qui essaie de faire une veille justement des mauvais usages des termes en psychiatrie, et qui a édité une brochure médias et psychiatrie qui a été pas mal déjà distribuée. Alors je sais par Anne-Pierre Noël, qui est là, qui est la présidente de l'association, qu'elle en a amené aujourd'hui. Donc vous pouvez repartir avec si vous en avez besoin. Voilà, ça c'est le volet éducatif. Les passerelles médecins-journalistes, il y a déjà des choses qui sont faites. Par exemple, je pense à Papageno, qui est une association de prévention, non pas du suicide, mais de la contagion du suicide, puisqu'on sait que là, il a été clairement établi que les médias pouvaient avoir un rôle délétère selon la façon dont ils parlent du suicide, en particulier d'une personnalité. Et ben, ça peut générer une vague de suicide. Ça avait été le cas, par exemple, avec Marilyn Monroe, et plus récemment d'autres chanteurs. Et donc Papageno est très actif dans ce domaine et fait même des formations flash dans les rédactions, voilà, pour leur apprendre les bons réflexes quand il faut rendre compte du suicide d'une personnalité pour ne pas ajouter à ce risque. Je sais qu'il y a eu également des expériences à l'école de journalisme de Lille, avec des journalistes en formation qui ont eu des échanges assez longs avec des médecins psychiatres pour essayer de parler plus et parler mieux des maladies mentales. Et puis, valoriser les contenus positifs. Je trouve que, voilà, quand quelque chose, quand une émission, quand un article est bien, à nous aussi d'essayer de le valoriser, de le faire tourner sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis en petit clin d'œil cette affiche suisse, hein, la schizophrénie se soigne. Voilà, l'image compte aussi beaucoup. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon qui, avec de l'espoir quand même, puisque si effectivement dans les écoles de journalisme, non seulement à Lille, mais ailleurs, on explique les choses et de telle sorte qu'il y a une évolution quand même positive de la façon dont les médias traitent finalement les psychopathologies, en particulier la schizophrénie. Merci beaucoup. Le temps permet effectivement quelques questions. Roselyne Touroud, donc vice-présidente de l'UNAFAM. Merci. Merci pour votre exposé. Je voudrais souligner ici que l'UNAFAM est très vigilante à toutes ces atteintes à la dignité des personnes, dans la presse notamment, mais pas que, puisque récemment on a eu connaissance d'une initiative absolument lamentable du musée Grévin. Alors à propos de Fort Boyard, de l'émission Fort Boyard, vous avez effectivement parlé de différentes tribunes dans la presse. Il faut savoir effectivement que l'UNAFAM, nous avons saisi le défenseur des droits à ce moment-là, avec copie à la directrice de France 2, au président de la République, etc. Et nous lui avons demandé d'intervenir pour que la CRSA condamne bien sûr le France 2. Ce qui a été fait, et pour ce faire, le défenseur des droits s'est appuyé sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées pour violation de l'article 8 de cette convention qui dit que l'État qui signe cette convention, ce qui a été le cas pour la France qui l'a ratifiée en 2010, s'engage à combattre les stéréotypes pour promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées. L'UNAFAM est toujours donc attentive à toutes ces situations de violation de la dignité des personnes et à chaque fois, nous saisissons les autorités compétentes. Bonjour, je m'appelle Olivier Arland, je suis directeur de projet à Fronté-les-Bidons. Et je dois dire que vous ai écouté avec beaucoup de voix et je trouve que c'est très bien de faire cet exposé, mais
vais m'en servir aussi, si vous le permettez, pour faire de la sensibilisation en interne. Mais je voulais vous dire aussi que France Télévisions a une mission différente et que moi, j'attends que vous m'envoyez des sujets qu'on peut traiter dans les éditions ou les magazines. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours des trains qui arrivent en retard et je crois que le rôle d'une association comme la vôtre, c'est peut-être, vous le faites déjà, mais d'augmenter la valorisation en présentant des sujets qui pourraient se faire à envoyer Pessal ou ailleurs. Mais j'attends de vous beaucoup de sujets. Je sais que je ne pourrai pas tous les traiter, hein, mais plus on aura de situations positives venant de vos associations, plus on pourra le faire passer. Et je crois qu'il faut pas tout rejeter sur notre profession. Notre profession, nous sommes un reflet. Et veut dire, plus il y aura de trains qui arrivent à l'heure, plus on pourra parler de la schizophrénie d'une manière plus valorisante. C'est ça que je voulais dire aussi. Les associations ont aussi une responsabilité. Merci. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est vrai que en tant que journaliste, d'abord, on n'aime pas les trains qui arrivent à l'heure. En plus, je pense que si je n'avais montré que des bons exemples de confrères qui traitent les sujets à fond, qui donnent une image positive, c'était pas forcément ce qu'on attendait de moi ici, et ça aurait pas été très crédible. C'est pour ça que j'ai préféré revenir sur des épisodes malheureux qui sont malheureux, mais qui, je pense, aussi nous aident à progresser. Merci à vous, et on sait que l'action que vous menez va dans le bon sens pour le traitement des pathologies psychiques dans les médias. Donc merci encore.